Bonjour, je suis Christian Oriot, historien de la Chine moderne et contemporaine, et à l'occasion des 30 ans de l'Institut des Orientales, je produis donc cette troisième vidéo pour parler de trois éléments, je crois, qui ont été au cœur du développement et de la réussite de cet institut dans ses débuts. Et lorsque... non, c'est pas bon. Bonjour, je suis Christian Oriot, historien de la Chine moderne, et je vais parler aujourd'hui dans cette troisième vidéo de trois éléments qui ont été au cœur, je crois, de ce qui a fait la réussite de l'Institut d'Asie orientale. Le premier, c'est ce que j'appellerais la vie de laboratoire. J'ai fait l'expérience dans mon parcours de doctorant de travailler seul. Et ça n'était pas quelque chose d'exceptionnel, c'était la condition de tous les doctorants de ma génération. La thèse, c'était un face-à-face avec son directeur ou sa directrice. Et les seules occasions véritablement de travail collectif, de vie sociale dans la recherche, elles étaient plutôt limitées. Dans mon cas, ça a été l'année du DEA, donc ce qui correspondrait maintenant au Master 2. L'année du DEA à l'École des hautes études en sciences sociales, où à la faveur de séminaires, nous nous retrouvions bien sûr à plusieurs, et puis nous nous retrouvions ensuite à la cafétéria pour discuter pendant des heures du développement de la Chine et de toutes sortes d'autres sujets. Mais une fois passée l'année du DEA, en fait, nous nous sommes retrouvés les uns les autres, chacun dans nos recherches, dans nos bibliothèques, et c'est en fait la fin de cette interaction jusqu'au moment de la soutenance où effectivement les uns les autres avons assisté aux soutenances de nos camarades. Lorsque j'ai développé ce groupe de recherche sur la Chine contemporaine, le fait d'avoir des locaux m'a montré l'importance de pouvoir se rencontrer, discuter. Et lorsque nous avons créé l'Institut d'Asie orientale, dans les conditions que j'ai déjà évoquées, avec des locaux très larges, nous disposions à l'entrée de ce bâtiment, à l'entrée de nos locaux, d'un espace relativement large. Et j'ai demandé alors à Nicolas Fievé, qui était chargé de recherche, mais aussi architecte de formation, de nous concevoir un peu cet espace pour pouvoir y avoir des éléments pour nous rencontrer, pour boire un coup, boire un café. Et il avait dessiné une sorte de meuble que nous avons fait fabriquer, qui a pu accueillir un micro-ondes, qui a pu accueillir une machine à café, de la vaisselle, toutes choses complètement banales, mais ce lieu est devenu le lieu où on se rencontrait régulièrement. Naturellement, au-delà du lieu, il fallait avoir des bureaux. Et comme je l'ai évoqué précédemment, nous avions la chance d'avoir un bureau par chercheur. Et ça a vraiment créé les conditions où les gens ont envie de venir. Les chercheurs ont envie de venir. Ils y trouvent le calme, ils y trouvent du matériel. À l'époque, je rappelle qu'on est au début des années 90, l'Internet, on ne l'a pas encore chez soi. Il est très très lent, on le fait avec des modems. Et là, dans cet institut, nous avions accès à l'Internet à travers une infrastructure qui nous permettait d'avoir le débit qu'il y avait à l'époque, mais qui était évidemment supérieur à ce que l'on pouvait avoir chez soi. Donc, la vie de laboratoire, pour moi, c'est le fait de réunir régulièrement les membres du laboratoire. Nous faisions une réunion du laboratoire tous les mois, une fois par mois, 11 fois par an, et c'était un moment d'échange important, scientifique, administratif, tout ce que vous voulez. Et puis, surtout, c'était le fait d'avoir cette possibilité de se voir pour élaborer des idées, pour élaborer des projets. Donc, la vie de laboratoire, ce n'est pas un vain mot. J'ai pu constater dans beaucoup d'endroits que l'absence de locaux, par exemple,
faisait que finalement le laboratoire existait, mais en réalité les gens étaient dispersés un petit peu partout. Et ça, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas, et non seulement je ne le voulais pas pour les membres, les enseignants-chercheurs, mais je ne le voulais surtout pas pour les doctorants. Tous les doctorants de l'IAO, dès le début, ont disposé eux aussi de locaux, de bureaux partagés au sein de notre institut, pour là aussi leur donner des conditions de travail décentes, pour avoir les mêmes accès que nous, les mêmes accès à la bibliothèque, pour pouvoir se rencontrer entre eux, ne pas être seul face à la thèse, seul face au directeur ou à la directrice de recherche, mais véritablement d'avoir la possibilité de rencontrer beaucoup de scientifiques autour d'eux, non seulement les membres de l'Institut d'Asie orientale, mais même puisque nous étions situés à côté du bâtiment principal de la maison Rhône-Alpes de la recherche, de pouvoir rencontrer d'autres chercheurs dans d'autres disciplines ou dans la même discipline mais sur d'autres sujets. Ça, c'était tout l'intérêt de disposer de cette infrastructure et de pouvoir créer véritablement cette vie de laboratoire. Le deuxième élément qui, je crois, a été un élément de cohérence au sein de l'Institut, c'est le développement de projets collectifs. Et le développement de projets collectifs, ça va avec ce que je viens de dire. Pour développer des projets collectifs, c'est quand même mieux quand on peut se rencontrer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai délibérément essayé d'instiller dans la vie de l'Institut. À titre personnel, en portant des projets et en y impliquant d'autres collègues. J'ai évoqué précédemment le travail sur les entreprises, mais nous avons ensuite déposé un projet d'atlas qui, là aussi, a mobilisé plusieurs personnes. Nicolas Fievé, ayant vu ce que nous faisions sur Shanghai au niveau d'un atlas historique, a repris ceci aussi pour lui-même sur Kyoto. J'ai créé les premières plateformes numériques, comme par exemple Shanghai en images, Shanghai in Images. Là aussi, cela a créé des émules du côté de nos collègues japonisants, etc. Donc, les projets collectifs sont importants parce qu'en fait, la recherche en sciences humaines et sociales est très souvent un exercice solitaire. Et ça l'est à beaucoup d'égards. À l'époque où nous faisions de la recherche, ça l'était à beaucoup d'égards. Mais en menant des projets collectifs, on peut dépasser ce que l'on fait à titre individuel. On crée surtout une sorte de petite communauté humaine, une petite communauté intellectuelle. Et je pense que ça, c'est extrêmement favorable à l'émergence d'idées, à la construction de projets. Au fur et à mesure que le temps a passé, bien sûr, j'ai sans doute pris encore plus conscience de cela, de voir combien c'était utile. Et c'est quelque chose qui a parcouru toute ma carrière. J'adore le travail en équipe. J'ai eu la chance d'avoir des financements et de pouvoir concilier les équipes. Eh bien, ça, c'est parti de là. C'est parti de ces projets collectifs que nous avons menés à différents moments de l'histoire de l'IO. Moi et d'autres. Il y a Yveline Leclerc, par exemple, a mené des projets assez importants avec d'autres économistes au sein de l'Institut ou avec des collaborateurs extérieurs. Voilà, c'est un petit peu l'un des points forts, le deuxième point fort de l'Institut d'Asie orientale. Le troisième, c'est avoir une vision stratégique de la recherche. On ne peut pas développer un institut de recherche simplement en se disant on va faire de la recherche. Non. Il s'agit de savoir où est-ce que l'on se situe. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs. J'avais l'expérience des États-Unis, j'avais une première expérience de l'Europe et bien sûr je connaissais le terrain national. Donc il s'agissait de développer un institut qui bien sûr est une originalité, qui trace son sillon. C'était pas une question de compétition, parce qu'en matière de recherche scientifique, la compétition ne fait pas sens. On devrait penser en termes d'émulation. Et compte tenu de l'expérience des débuts de l'Institut oriental que j'évoquais dans la vidéo précédente, je n'ai jamais pensé en termes de compétition. Ce qui m'importait, c'est de me dire,
voilà, dans quelle direction on veut porter l'Institut pour que dans 5 ans, il y ait quelque chose de nouveau que l'on ait créé. De se projeter toujours vers l'avant en fonction de cette connaissance du terrain scientifique. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir soutenir les membres d'Institut, comme ceux de l'IAO à l'époque, pour qu'ils participent à des conférences internationales. Les conférences internationales, c'est le lieu où l'on interagit avec d'autres chercheurs, c'est le lieu où on prend connaissance de ce qui se fait dans son champ, dans des champs parallèles, dans des champs périphériques, peu importe, mais ce sont des moments importants. Et le fait d'y aller, le fait d'y être invité, c'est aussi de montrer qu'on est partie prenante à une vie scientifique internationale. J'ai toujours considéré qu'un institut comme l'Institut oriental n'avait pas de sens s'il ne faisait pas partie de cette vie scientifique au niveau international. On ne peut pas faire un institut sur la Chine ou sur le Japon ou sur la Corée en se disant on va faire ça dans des frontières nationales. Ça ne fait strictement pas sens. Le gros de la recherche à l'époque où l'Institut s'est développé se faisait aux États-Unis, c'est comme ça, ça n'est pas discutable, c'était la réalité. Avec les années qui ont passé, dans le cas de la Chine, c'est aussi une recherche qui s'est faite en Chine, notamment à partir, je dirais, de la moitié des années 90. Dans le cas du Japon ou de la Corée, c'est évident que dès la naissance de l'Institut, il y avait des communautés scientifiques importantes au Japon et en Chine, ou en Corée, et qu'il fallait s'inscrire dans notre action par rapport à ces communautés. Voilà. Donc je crois que c'est le troisième élément que je crois avoir poussé, porté au sein de l'Institut des Orientales, et qui fait qu'au bout du compte, cet institut s'est développé avec une dynamique qui s'est appuyée sur l'ensemble de ses membres, avec une vision à moyen et à long terme, et avec une ambition véritablement de dépasser strictement les frontières nationales, mais bien d'être reconnu. Et je crois que l'Institut d'Asie orientale a véritablement mis Lyon sur la carte, comme on dit en anglais, de la recherche sur l'Asie contemporaine. Et de ce point de vue, même s'il y a, de ma part, je crois, un bon nombre d'insatisfactions, puisque 30 ans plus tard, je constate que l'université française n'a toujours pas intégré dans la plupart des disciplines des spécialistes de l'Asie, il n'en reste pas moins qu'on a, avec cet institut, fait véritablement le lien entre les sciences sociales et l'Asie contemporaine, ce qui était quand même le cahier des charges de départ de cet institut. Bien que j'ai annoncé 3 éléments essentiels dans mon propos initial, il m'est revenu un 4e qui a toujours eu pour moi une importance absolument cruciale, et donc je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mentionné d'emblée. Il s'agit de la documentation. Une des clés de la réussite de l'Institut d'Asie orientale a été de développer un outil documentaire. C'est quelque chose auquel, malheureusement, nos institutions accordent trop peu d'importance. Les bibliothèques universitaires françaises sont très souvent sous-équipées, et dans le domaine des études asiatiques, les ressources sont concentrées principalement à Paris. Donc le pari de développer un outil documentaire sur l'Asie orientale à Lyon n'était pas gagné, et pourtant c'est vraiment la chose la plus essentielle. Bien sûr, comme chercheurs, en fonction de nos disciplines, nous avons besoin d'aller sur le terrain, comme les anthropologues ou les sociologues, nous avons besoin d'aller dans les archives, nous avons besoin d'aller dans les bibliothèques étrangères, mais fondamentalement, nous avons besoin de pouvoir lire tout ce que nos collègues français, européens, américains, chinois, japonais, etc. Produisent. Et c'est ce que nous avons fait avec le développement de la bibliothèque de l'Institut d'Asie orientale, qui constitue maintenant la 2e bibliothèque la plus importante dans ce domaine en dehors de Paris. Je crois que ça a été un élément crucial auquel, parfois contre l'avis de mes collègues, j'ai toujours insisté pour y consacrer une partie très substantielle du budget
en général plus de la moitié, parce que autant on peut trouver de l'argent à travers les projets pour financer ses déplacements, ses colloques, etc., autant ce sont les financements récurrents seuls qui permettent d'assurer une sorte de continuité, de garantie d'achat, d'acquisition, qui donne ensuite aux chercheurs, demain, après-demain, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, peu importe, les ressources dont ils ont besoin véritablement pour travailler, lire et faire ce que l'on appelle de la recherche fondamentale. Si je devais refaire ce parcours, je crois que je travaillerais différemment. On apprend ça avec l'expérience, à ses dépens. Je crois qu'il est très important, malheureusement, de ne pas se concentrer seulement sur l'activité scientifique, mais qu'il est important de se placer dans un certain nombre d'institutions, de réseaux, si l'on veut vraiment faire bouger les frontières au-delà de l'activité scientifique de qualité que l'on mène. Et c'est peut-être ça qui aurait pu changer davantage l'insertion des études asiatiques dans l'université française. Je crois qu'on n'a pas fait assez. Quand je dis on, c'est moi-même, ce sont mes collègues, c'est l'ensemble, je crois, des chercheurs et enseignants-chercheurs spécialistes de l'Asie qui n'ont pas su créer les conditions pour que l'université française, dans ses départements, et notamment dans ses départements de sciences sociales, prenne en compte l'Asie. Sinon, on ne serait pas dans cette situation qui est celle, par exemple, de la Chine, qui est devenue une puissance politique, économique, militaire, scientifique. En 30 ans, elle est devenue quelque chose qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer lorsque l'Institut d'Asie orientale a été créé. Et 30 ans plus tard, les forces françaises en termes d'expertise sont exactement les mêmes que celles que nous avions il y a 30 ans. Alors même que la Chine a changé de manière absolument radicale. Et ça, c'est une faiblesse fondamentale, ça reste une faiblesse fondamentale de la recherche française. Donc, il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer le combat, continuer la lutte, mais après 30 ans, on peut se demander ce qu'il convient de faire pour vraiment renouveler la recherche sur l'Asie dans le paysage universitaire français. Je crois que l'Institut d'Asie orientale y a contribué à élargir et notamment à sortir la recherche sur l'Asie de Paris, où elle était pratiquement concentrée exclusivement en 1992. Je crois que la seule exception notable était sans doute Bordeaux, dans le domaine chinois. Mais c'est à peu près tout. Donc on a apporté une contribution qui n'est pas mineure, mais malheureusement pas suffisante pour véritablement créer les conditions d'une présence comme celle que l'on connaît, aussi bien aux États-Unis que même au Royaume-Uni, dans les universités, pour ce qui est de la recherche sur l'Asie orientale. Voilà, je terminerai cette troisième vidéo ici, avec sans doute un message un peu en demi-teinte, mais je crois que c'est aussi une façon d'appeler une prise de conscience, et j'espère que cette vidéo circulera suffisamment pour qu'on mesure le sérieux de la situation, sinon même de la gravité de la situation dans laquelle l'université française se trouve au regard des enjeux du monde contemporain, où notamment domine la question chinoise aujourd'hui. Je vous remercie.